Alors, la semaine passée, nous avions lu une nouvelle de Agatha Christie. Et là, aujourd'hui, c'est encore une nouvelle d'Agatha Christie qui s'appelle Double Manœuvre. Euh, je pense qu'elle fait un peu moins de pages que celle de la semaine passée. Après, si la semaine prochaine on ne fait pas de lecture, ce n'est pas trop grave, parce que j'ai déjà deux vidéos qui ne sont pas encore sorties pour la lecture sur YouTube. Donc j'ai des semaines d'avance, donc c'est pas grave. Donc si on fait Disney Dreamlight Valley toute la soirée la semaine prochaine, ce n'est pas un problème. Si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après. Mais de toute façon, on le fera. Allez, je bois un coup et on y va. Je vais passer vos commentaires comme ça sur le côté. Lily, rappelle-moi de t'envoyer les autres histoires. Ben, tu m'en as déjà envoyé les autres, non? Coucou Méphisto, comment vas-tu? Là, j'en ai 4, donc t'en as encore à m'envoyer? Est-ce que le son, ça va pour vous, le son du POV? J'attends que tout soit au point et ainsi, quand tout est au point, eh bien, je commence. Dites-moi si tout est bon. Pour moi, c'est nickel. Bah oui, il y a 7 histoires par livre et j'ai 2 livres. Ah, super cool ça. Génial. Tout est OK. Donc, l'histoire est une nouvelle d'Agatha Christie qui s'appelle Double Manœuvre. Ayant décidé d'aller rendre visite à mon ami Poirot, je me présentai chez lui et le trouvai surchargé de travail. Sa popularité était devenue telle que toute femme riche égarant un bracelet ou perdant son chien se précipitait chez le grand Hercule Poirot pour s'assurer ses services. Le petit Belge possédait à la fois un esprit réaliste et un tempérament d'artiste. Il acceptait de se charger de certaines missions qui ne l'intéressaient pas tellement, uniquement poussé par son instinct de chercheur. Il se lançait aussi dans des affaires qui lui rapportaient peu et parfois rien du tout, parce que les problèmes qu'elles posaient le passionnaient. Le résultat était, comme je le disais, qu'il se surmenait. Il l'admit cette fois, et je n'eus guère de mal à le convaincre de m'accompagner pour passer une semaine dans le centre de villégiature bien connu du côté de la côte sud, qu'est Ebernmouth. Nous avions passé 4 jours très agréables lorsqu'un matin du 5e, Poirot vint me trouver, une lettre à la main. « Hastings, vous vous souvenez sans doute de mon ami Joseph Aaron, l'agent théâtral. » J'ai dû faire un effort de mémoire pour situer le personnage, car les amis de Poirot sont tellement nombreux et de conditions sociales si variées que cela va de l'éboueur au duc. Eh bien, Hastings, Joseph Aaron habite actuellement à Charlotte Bay. Son médecin lui ayant ordonné quelques jours de repos. Il me prie d'aller le voir pour l'aider à résoudre un petit problème qui le tracasse. Joseph Aaron est un bon ami qui m'a rendu de grands services autrefois et je me sens obligée de répondre à son appel. Tout à fait d'accord. Je crois que Charlotte Bay est un endroit charmant et il se trouve que je n'ai jamais visité cet endroit. Dans ce cas, nous joindrons l'utile à l'agréable. Vous vous renseignez sur l'horaire des trains ?
Nous devrons probablement changer plusieurs fois. Vous connaissez ces lignes de banlieue. Aller de la côte sud du Devon à la côte nord du même comté peut prendre toute une journée. Néanmoins, j'appris que notre voyage ne nécessiterait qu'un changement à Exeter et que les trains seraient très confortables. Je me hâtais vers l'hôtel pour rassurer Poirot lorsque, passant devant une agence de voyage Speedy Cars, mon regard fut attiré par l'affiche suivante. Demain, excursion à destination de Charlotte Bay, départ 8h30. L'autocar traversera, certains des plus beaux paysages du Devon. Je recueillis quelques renseignements complémentaires et regagnai l'hôtel tout heureux de ma découverte. Malheureusement, j'eus beaucoup de mal à persuader Poirot de partager mon enthousiasme. « Mon ami, pourquoi cette passion de l'autocar ? Les trains, voyez-vous, c'est la sûreté même. Les pneus n'éclatent pas, les accidents ne nous menacent pas à chaque tournant et les fenêtres se ferment, évitant ainsi le désagrément des courants d'air. » J'objectai timidement que l'avantage de respirer l'air pur était ce qui me tenait le plus dans ce voyage en autocar. « Et s'il pleut ? Votre climat anglais change si souvent ? » Une capote est aménagée afin de parer à cet inconvénient. D'autre part, si le temps est vraiment mauvais, l'excursion sera annulée. Alors, espérons qu'il pleuvra. Si vous le prenez ainsi, Non, mon ami, cette promenade vous tient trop à cœur pour que nous y renoncions. Par bonheur, j'ai apporté mon pardessus et 2 cache-nez. Il soupira, mais l'autocar restera-t-il assez longtemps à Charlotte Bay pour que nous rendions visite à Joseph ? Alors, il y a une petite note par rapport à la capote, par rapport à l'autocar. À l'époque, les autocars n'étaient encore que des sortes de chars à bancs. Voilà. Lily, est-ce que tu as des nouvelles de l'œil dans le noir? Ça fait des mois qu'il n'a pas streamé. Alors, il a eu des problèmes de santé. Et du coup, oui, il n'a pas streamé. Alors justement, c'est ce que je disais, c'est marrant que tu dis ça. J'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça. Je disais qu'il fallait que je fasse un message à Jojo. Alors je ne sais pas s'il le verra. Et c'est toujours ça le problème. Parce que j'ai fait... Oui, c'est ça, une charrette motorisée. J'ai fait un rêve très, très, très étrange cette nuit-ci. Entre des heures, parce que je me suis réveillée toutes les heures. Et il était dedans. Donc j'aimerais bien le joindre parce que je me souviens de tout, point par point. Et quand je me rappelle de choses ainsi, c'est que c'est important. Je crains qu'il ne nous faille passer la nuit sur place, car l'autocar effectue un crochet par Dartmoor, ce qui le retardera considérablement. Nous déjeunerons à Monkhampton et arriveront à Charlotte Bay vers 16h. Le véhicule prend le chemin du retour à 17h pour regagner Abermouth à 22h. Rien que ça. Et il y a des gens pour accepter de telles conditions. Naturellement, nous obtiendrons une réduction, puisque nous ne reviendrons pas le même jour. J'en doute fort. Vous insisterez. Allons, Poirot, ne soyez pas mesquin, vous êtes plein de sous. Là n'est pas la question. Même si j'étais millionnaire, je ne paierais que ce qui est justement et légalement dû. Ainsi que je le pressentais, Poirot échoua dans sa tentative d'obtenir une réduction. Le gentleman qui délivra nos billets à l'agence Speedy-Car se montra intransigeant. Nous devions revenir le jour même. Il nous donna même à entendre qu'il nous faudrait payer un supplément pour user du privilège d'abandonner l'autocar à Charlotte Bay. Vaincu, Poirot régla la somme demandée et sortit. « Ces Anglais n'ont qu'un sens des affaires, grogna-t-il. Avez-vous remarqué le jeune homme qui se trouvait devant nous, Hastings ?
Il a dû régler le prix du parcours entier, alors qu'il a l'intention de descendre à Montcampton. Je ne m'en rappelle pas. Au vrai jeu, je sais. Vous dévoriez des yeux la jolie fille qui réservait la place 5. Je vous ai vu, mon ami. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, alors que je m'apprêtais à retenir les 13 et 14 qui sont au milieu du véhicule et les mieux situés, vous m'avez poussé grossièrement pour affirmer que les 3 et 4 seraient parfaits. Rougissant, je protestais. Mais voyons, Poirot, des cheveux au burn, toujours la même passion, hein? En tout cas, elle est plus agréable à regarder qu'un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus banal. Question de point de vue pour moi. Le jeune homme m'intéressait davantage. Le ton de mon ami m'intrigua. Que voulez-vous insinuer, Poirot? Ne vous emballez pas, ma curiosité vient probablement du fait que ce garçon se laisse pousser une moustache et que le résultat est assez piteux. Ce disant, il caressa ses magnifiques moustaches. C'est tout un art de réussir et j'éprouve une vive sympathie pour tous ceux qui tentent une telle expérience. Avec Poirot, il est toujours difficile de deviner quand il est sérieux et quand il s'amuse aux dépens de quelqu'un. Pour le moment, je jugeais plus sage de ne pas insister. Le lendemain matin, un soleil radieux éclairait le ciel sans nuages. Poirot, cependant, ne prit aucun risque. Sur un gilet de laine, il enfila un gros par-dessus, un imperméable, et s'enroula le cou dans 2 cache-nez. De plus, il portait son costume d'hiver, et avant de sortir, il avala 2 cachets d'antigrippine et en glissa une dose supplémentaire parmi ses affaires. « Bonne nuit, Hugo, repose-toi bien. Peut-être à vendredi. Bisous. » Nous avions chacun une petite valise de voyage et nous remarquâmes que la jolie passagère aperçue la veille et le jeune homme intéressant Poirot en transportaient une, eux aussi. Nos bagages furent placés à l'arrière du véhicule et nous prîmes place à l'intérieur. Poirot m'assigna assez malicieusement, je crois, le coin de la banquette à cause de la mamie du grand air et prit place à côté de notre jolie voisine. Il devait cependant s'amender bientôt, car l'occupant du numéro 6 était un homme bruyant et grossier qui incommodait fort notre compagne. Il proposa sa place à la jeune fille et elle le remercia. Et lorsqu'elle se trouva installée entre nous, nous engageâmes quelques remarques pour finalement bavarder tous 3 comme de vieilles connaissances. Elle était très jeune, à peine 20 ans, et naïve comme un enfant. Tout de suite, elle nous confia le but de son voyage, régler à Sherlock Bay une affaire pour sa tante qui tenait un magasin d'antiquités à Abermouth. Cette tante, qui s'était trouvée presque démunie à la mort de son père, avait tiré parti de son petit pécule et de la maison paternelle remplie de belles choses pour ouvrir un commerce. Elle avait merveilleusement réussi et jouissait à présent d'une bonne renommée dans les cercles d'amateurs. La jeune fille, qui s'appelait Marie Durand, était venue vivre chez sa parente dans le but d'apprendre le métier qui lui intéressait le plus, qui était celui de dame de compagnie, seul avenir qui lui était réservé. Poirot approuva le choix de notre compagne. « Je suis sûr que vous réussirez, mademoiselle, déclara-t-il avec galanterie, mais permettez-moi de vous donner un petit conseil. N'accordez jamais votre confiance à personne. Le monde est rempli de coquins et d'aventuriers. Peut-être même s'en trouve-t-il un dans notre tocard. Il faut toujours se tenir sur ses gardes, être méfiant. » Elle le contempla, la bouche ouverte, et il poursuivit. « Je n'exagère pas, croyez-moi. Qui sait, même moi, je pourrais être un malfaiteur et de la pire espèce.
Ses yeux pétillèrent de malice devant l'expression ahurie de son auditrice. Nous nous arrêtâmes pour déjeuner à Montcampton. Dans la salle du restaurant bondée et bruyante, Poirot réussit à nous obtenir une table près de la fenêtre. Dans la cour, une vingtaine d'autocars s'alignaient, venus de toutes parts. Je constatai en grimaçant: on peut se lasser assez vite de l'enthousiasme premier des vacances. Marie Durand approuva. Ebermouth en souffre beaucoup au cours de l'été. Ma tante me dit qu'autrefois l'endroit était désert. À présent, on a du mal à se frayer un passage le long des trottoirs, tant la foule y est dense. Mais c'est très bon pour les affaires, mademoiselle. Pas pour les nôtres, car nous ne vendons que des articles de grande valeur. Ma tante possède une clientèle disséminée à travers l'Angleterre. Lorsque quelqu'un recherche un meuble d'époque, il lui écrit, et tôt ou tard, elle obtient l'objet désiré. C'est d'ailleurs de cette manière que c'est régler l'affaire que je dois conclure. Devant nos mines intéressées, elle se laissa aller à nous confier qu'un certain gentleman américain, M. J. Baker Wood, collectionneur de miniatures, avait prié sa tante de lui trouver de nouvelles pièces et que récemment une collection de miniatures très précieuses était apparue sur le marché. Miss Elizabeth Penn, la tante de Marie, les avait achetées, puis décrites par lettre à M. Wood, en indiquant bien évidemment le prix qu'elle en demandait. L'Américain répondit aussitôt qu'il consentait à ce qu'on réclamait si les miniatures correspondaient bien à la description faite. Il priait sa correspondante de lui dépêcher un messager avec les précieux portails à sa résidence de Charlotte Bay. Marie Durand se chargeait de cette délicate mission. Naturellement, les miniatures sont ravissantes, termina-t-elle, mais je ne peux pas imaginer qu'elle en donne une telle somme. Pensez donc, 500 livres. Elles ont été peintes par Cosway. Du moins, il me semble que ce soit le nom qu'a prononcé ma tante. Je m'y perds un peu dans ces choses. Poirot sourit. Vous n'avez pas encore assez d'expérience à ce que je constate, mademoiselle. Malheureusement non, et ma tante, qui n'a pas été instruite dans le domaine, n'en a pas beaucoup non plus. Il y a tant à apprendre. Elle soupira soudain, et je vis ses yeux s'agrandir de surprise. Assise face à la cour, elle fixa un poing par-dessus mon épaule. Sur quelques mots d'excuse hâtifs, elle se leva et sortit de la salle presque en courant. Un instant plus tard, elle nous rejoignait essoufflée. « Pardonnez-moi de vous avoir quitté si brusquement. J'ai cru voir un homme sortir ma valise de l'arrière de l'autocar. Je me suis précipitée à sa suite, mais il ne s'agissait que de son bagage apparemment identique au mien. Et j'ai eu l'air tellement ridicule. J'ai presque accusé cet inconnu d'être un voleur. » Elle rit, mais Poirot demeura silencieux. « De quel passager s'agissait-il, mademoiselle ? » Un jeune homme maigre, vêtu d'un costume marron et portant une petite moustache presque inexistante. « Ah, notre ami d'hier, Hastings. Vous connaissez ce jeune homme, mademoiselle ? » ?»« Non, c'est la première fois que je le vois. Pourquoi ? » ?»« C'est étrange. Rien de plus. » Il se plongea dans un silence rêveur, ne prenant aucune part à la conversation jusqu'au moment où Marie fit une remarque qui le poussa à intervenir. « Excusez-moi, que disiez-vous, mademoiselle ? » ?»« Simplement qu'au retour, je devais me méfier des malfaiteurs, comme vous les appelez. J'imagine que M. Wood me payera en argent liquide, et si je me promène avec 500 livres, je deviendrai une bonne victime pour un de ces coquins. » À nouveau, elle rit, tandis que mon amie gardait sa mine grave. Il lui demanda à quel hôtel elle avait l'intention de s'installer à Charlotte Bay. « L'hôtel Anchor.
Il est discret, bon marché et confortable. Tiens, c'est là qu'Hastings a choisi de réserver nos chambres. Quelle étrange coïncidence. Il m'adressa un clin d'œil, et la jeune fille s'enquit. Vous restez longtemps à Charlotte Bay? Seulement pour la nuit. Une affaire m'y appelle. Je suis sûre que vous n'avez pas deviné quelle est ma profession, mademoiselle. Au visage de Marie, nous comprîmes qu'elle supputait plusieurs possibilités, mais qu'elle les repoussait probablement par précaution. Finalement, elle déclara en hésitant que Poirot devait être un prestidigitateur. Cela amusa beaucoup mon ami. C'est là une très bonne idée. Vous pensez que je fais surgir un lapin d'un chapeau? Non, mademoiselle, je suis plutôt le contraire. Voyez-vous, le prestidigitateur escamote des objets, et moi, je les fais réapparaître. Il se pencha vers elle et murmura d'un ton dramatique. C'est un secret, mademoiselle, que je vous confie. Je suis détective. Il se renversa contre son dossier, satisfait de son petit numéro. Marie le contemplait, fascinée. L'appel des klaxons nous signifia à ce moment précis que nos autocars nous attendaient pour reprendre la route. Alors que Poirot et moi quittions la salle du restaurant, les derniers, je confiai à mon ami l'admiration que Marie Durand m'inspirait. Elle est en effet très charmante, mais aussi très sotte. Sotte? Ne soyez pas scandalisés. Une jeune fille peut être belle, posséder une merveilleuse chevelure auburn et se conduire néanmoins comme une sotte. C'est une pure folie, en effet, que de mettre deux inconnus dans la confidence comme elle l'a fait. Elle a tout de suite flairé que nous étions honnêtes. Remarque stupide, mon ami. Celui qui a des intentions malhonnêtes cherche naturellement à inspirer la confiance. Cet enfant parle de prudence en évoquant le moment où elle voyagera avec 500 livres en billets, mais elle les emporte déjà. En miniature? Exactement, en miniature. Et entre les deux, il n'y a pas grande différence. À part nous, personne n'est au courant. Vous oubliez le serveur du restaurant, nos voisins de table. Je ne doute pas que quelques personnes n'aient eu au vent de l'affaire. Mademoiselle Durand est charmante. Cependant, si j'étais sa tante, je commencerais par lui inculquer quelques notions de bon sens. Il se tut un moment et reprit brusquement. Vous savez, Hastings, rien ne serait plus aisé que de retirer une valise d'un des autocars pendant que les passagers déjeunent. Attendez, il faut que je boive un coup. Un touriste ne manquerait pas de le remarquer. Et alors, que verrait-il? Un voyageur récupérant son bagage au grand jour? Quoi de plus naturel? Insinuez-vous que... Mais ce type au costume marron, c'était sa propre valise? Apparemment oui, n'empêche que je trouve curieux qu'il l'ait prise à la descente de l'autocar. Vous avez constaté qu'il n'a pas déjeuné ici? Si Miss Durand ne s'était pas trouvée assise face à la fenêtre, elle n'aurait pas été témoin de ses mouvements dans la cour. Et puisqu'il récupérait bien son propre bagage, son témoignage perd toute valeur. N'y pensons plus, mon ami. Néanmoins, ayant retrouvé nos sièges et alors que nous roulions vers notre destination, Poirot rappela à la jeune fille les dangers que peut entraîner tout manque de discrétion. Elle accepta ces remarques sans cacher cependant son incrédulité devant cet excès de prudence. À Charlotte Bay, nous eûmes la chance de trouver de la place à l'hôtel Anchor, une charmante auberge de style ancien, située dans une rue isolée. Poirot venait juste de défaire sa valise et appliquer un peu de pommade sur ses moustaches avant de se rendre chez son ami Aaron. Lorsque, soudain, on frappa
à notre porte. Sur notre invitation, le battant s'ouvrit et Marie Durand, très pâle, les yeux remplis de larmes, s'avança en balbutiant. Je vous demande pardon. Quelque chose d'affreux s'est produit. Vous m'avez bien dit que vous étiez détective, monsieur Poirot. Qu'est-il arrivé, mademoiselle? J'ai ouvert ma valise qui contenait une mallette en crocodile fermée à clé, abritant les miniatures. À présent, regardez. Elle tendit la mallette dont les charnières avaient été forcées. Poirot l'examina et remarqua. Il a fallu beaucoup de force pour arracher le couvercle. Les miniatures? Disparues, volées. Que vais-je devenir à présent? Ne vous inquiétez pas, la rassurai-je. Mon ami Hercule Poirot est un détective de grand talent. Il saura mieux que personne les retrouver. C'est monsieur Poirot, le grand Hercule Poirot. L'admiration qui perçait dans sa voix flatta bon coup mon compagnon, qui répondit sans la moindre modestie. Oui, mon enfant, lui-même, et vous pouvez me confier vos petits problèmes. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le résoudre. Toutefois, je crains qu'il ne soit déjà trop tard. Dites-moi, est-ce que la serrure de votre valise a été, elle aussi, forcée? Non. Puis-je la voir? Nous nous rendîmes dans la chambre de la jeune fille, où Poirot examina minutieusement son bagage. La serrure avait de toute évidence été ouverte à l'aide d'une clé. Ce qui ne m'étonne nullement, expliqua Poirot, du fait que ces valises comportent un système de fermeture très simple. Eh bien, il va falloir prévenir la police, ainsi que M. Wood. Je me charge d'annoncer la nouvelle à l'Américain. Je le suivis, et, une fois seul, lui demandai ce qu'il avait voulu dire en insistant qu'il était probablement trop tard. Mon cher, j'ai déclaré aujourd'hui même que j'étais l'opposé du prestidigitateur. Je fais réapparaître les objets disparus, mais supposons que quelqu'un m'ait devancé. Vous ne comprenez pas? Vous allez voir. Il se rendit dans une cabine téléphonique et lorsqu'il en ressortit 5 minutes plus tard, il afficha un air grave. C'est bien ce que je craignais. Une femme s'est présentée chez M. Wood avec les miniatures il y a une demi-heure. Elle a prétendu venir de la part de Miss Penn et Wood, qui a été emballé par les portraits, l'a tout de suite réglé. Une demi-heure juste avant notre arrivée. Poirot eut un soupir énigmatique. Les transports Speedy Cars ont été assez rapides, mais une voiture lancée à vive allure, disons du restaurant, arriverait ici facilement en une heure d'avance sur nous. Et maintenant, que faisons-nous? Ce bon instinct, toujours pratique. Nous informons la police, tentons de réconforter Miss Durand, et je crois que nous devrions rendre une petite visite à M. J. Backerwood. Nous suivîmes le programme de Poirot. Il nous fut difficile de rassurer la jeune fille qui redoutait les reproches de sa tante. Elle les mérita d'ailleurs. Affirma Poirot lorsque nous nous dirigions vers l'hôtel Seaside. C'est là que logeait l'Américain. Abandonner des objets d'une telle valeur dans une valise pour aller déjeuner, vous savez, mon ami, il y en a un ou deux points dans cette affaire qui me paraissent bien bizarres. La mallette, par exemple. Pourquoi a-t-elle été forcée? Pour y prendre les miniatures parbleu. Mais n'était-ce pas inutile? Mettons que le voleur ait ouvert la valise de Miss Durand, pendant que nous déjeunions, sous prétexte de chercher quelque chose dans son propre bagage. N'aurait-il pas été plus logique qu'il transfère la mallette de la valise étrangère dans la sienne, sans perdre un temps précieux à la forcer,
courant ainsi le risque d'être surpris en flagrant délit. Sans doute voulait-il s'assurer que la mallette contenait bien les miniatures. Poirot n'eut pas l'air convaincu, mais comme on nous introduisait à ce moment-là dans l'appartement de notre hôte, il ne poursuivit pas. L'homme qui se trouvait devant nous me fit tout de suite une impression très désagréable, vulgaire, lourd, habillé avec trop de recherche, un large diamant ornant son doigt. Il s'exprimait avec un ton arrogant et criard. Naturellement, il n'aurait rien remarqué de suspect. La femme apportait les miniatures qui l'intéressaient, très belles d'ailleurs. Il l'avait payée. Avait noté le numéro des billets de banque? Non. Et qui était donc monsieur Poirot pour venir lui poser toutes ces questions? Avant de me retirer, je voudrais que vous me décriviez la femme qui s'est présentée à vous, monsieur. Était-elle jeune, jolie? Oh non, certainement pas. Une grande femme, entre deux âges, cheveux grisonnants, teint coupe rosé, et même une ombre de moustache, rien d'une sirène. À peine sorti, je m'exclamai: Poirot, vous avez entendu? Une moustache. J'ai entendu Hastings. Quel personnage antipathique cet Américain. Il ne connaît pas en effet l'usage des bonnes manières. Nous n'aurons aucune difficulté à mettre la main au collet de ce voleur. Il est facilement identifiable. Comme vous êtes naïf, mon ami, ne savez-vous pas qu'il existe une chose appelée alibi? Vous croyez qu'il en a un? Poirot répliqua: je l'espère sincèrement. L'ennui avec vous est que vous aimez qu'une affaire soit compliquée. Très juste, mon ami, je n'aime pas, comment dites-vous, chasser le gibier à découvert. La conjecture de Poirot se trouva confirmée. Notre compagnon de voyage au costume marron, un certain Norton Kane, s'était directement rendu à l'hôtel Georges, d'où il n'était pas sorti de toute l'après-midi. En fait, le seul soupçon à son égard tenait du témoignage de Marie. Rien de suspect à ce qu'il a voulu retirer la valise de l'autocar. Là-dessus, il se plongea dans un silence médiatif duquel il refusa de sortir. Devant mes questions, il me confia simplement qu'il pensait aux moustaches en général et que, pour ma part, je serais bien inspiré de leur accorder quelques réflexions. Je découvris néanmoins qu'il avait demandé à Joseph Aaron, avec lesquels il avait passé la soirée, de lui obtenir le plus de renseignements possible sur M. Wood, l'Américain logeant au même hôtel que lui. Ce qui avait dû faciliter évidemment sa tâche, mais Poirot garda pour lui sur ce que son ami lui avait communiqué. Marie Durand, après avoir été interrogée longuement par la police, avait regagné Hebbermouth par un train du matin. Nous déjeunâmes en compagnie d'Aaron, et après le café, Poirot déclara qu'il avait résolu le problème de son ami et qu'à présent, rien ne nous retenait à Sherlock Bay. Nous rentrons à Hastings, mais pas par la route. Cette fois, nous prenons le train. Redoutez-vous le voisinage de malfaiteurs éventuels ou les appels au secours d'une nouvelle beauté en détresse? Je pourrais les rencontrer tout aussi bien dans le train, non? Je suis désireux de regagner Hebbermouth au plus tôt pour y poursuivre notre petite enquête. De quoi parlez-vous? Avez-vous déjà oublié que mademoiselle Durand m'a prié de lui venir en aide, que la police avait pris l'affaire en main
et que ça ne signifie pas que je doive me désintéresser des événements en cours. Je suis venu ici dans le but de rendre service à un vieil ami. Mais on ne dira jamais qu'Hercule Poirot a abandonné un étranger en détresse et il bomba son torse. Je crois que votre intérêt a été mis en éveil au moment où vous avez remarqué que Norton Kane, dans le bureau de l'agence Pidicard, et je dois vous avouer que la raison de votre intérêt vis-à-vis de ce monsieur m'échappe encore. Vraiment, Hastings? Pourtant, vous devriez comprendre, ma foi. Il faut que je garde encore le secret. Avant de partir, nous eûmes un court entretien avec l'inspecteur de police chargé de l'affaire. Il confia à Poirot qu'il avait interrogé Kane, lequel lui fit très mauvaise impression, n'ayant cessé de bafouiller, de nier, de se contredire. Il avait conclu: le déroulement de l'opération m'échappe. Le garçon a pu remettre son butin à un complice qui se sera aussitôt rendu chez l'acheteur au volant d'une voiture rapide. Mais tout cela n'est que de la théorie. Il va falloir que nous recherchions le véhicule, le complice, en un mot, une preuve quelconque susceptible d'étayer notre théorie. Dans le train qui nous ramenait à Ubermouth, je demandai à Poirot s'il pensait que le vol avait été effectué de la manière envisagée par l'inspecteur. Non, mon ami, bien plus intelligemment que ça. C'est-à-dire, pas encore. Vous savez bien que j'ai la faiblesse de vouloir garder mes petits secrets jusqu'au bout. La fin est-elle proche? Oui, très proche. Nous arrivâmes à Ubermouth un peu après 10 heures et tout de suite, Poirot ordonna à un chauffeur de taxi de nous conduire au magasin d'antiquités qui portait pour l'enseigne Elizabeth Penn. Nous trouvâmes la boutique fermée. Mon ami sonna et la porte nous fut presque aussitôt ouverte par notre compagne de voyage qui exprima sa surprise et son plaisir de nous revoir. « Je vous en prie, venez parler à ma tante. » Elle nous conduisit à l'arrière-boutique où une femme d'un certain âge s'avança à notre rencontre. Elle ressemblait assez à une miniature, toute frêle, avec un teint délicat et ses yeux tout bleus. Autour de ses épaules, légèrement voûtées, s'enroulait, un châle de fine dentelle. « Vous êtes donc le grand Hercule Poirot, s'enquit-elle d'une voix feutrée. Mary m'a raconté, et j'ai bien du mal à réaliser ce qui est arrivé. Vous allez vraiment nous aider, nous conseiller ?» Poirot la contempla un moment, puis s'inclina. « Mademoiselle Penn, l'effet est charmant, mais vous devriez essayer de vous faire pousser une moustache. » La vieille demoiselle poussa une expression étouffée et exécuta un léger bond en arrière. « Hier, vous étiez absent de votre magasin, n'est-ce pas? » « Qu'est-ce qu'il y a? Faut sortir? Qu'est-ce qu'il a? Miaou! Tu sais que tu m'as interrompu? » Bon, Hardy, tu fais quoi, mon chouchou? Donc, hier, vous étiez absent de votre magasin, n'est-ce pas? L'après-midi seulement, je suis rentrée chez moi, souffrant d'une affreuse migraine. Vous n'êtes pas rentrée chez vous, mademoiselle. Vous avez essayé d'un changement d'air pour calmer votre migraine. Il paraît que l'air de Sherlock Bay est extrêmement tonifiant. Il me prit le bras et se dirigea vers la porte. Là, il s'arrêta et, sans se détourner, remarqua: « Vous comprenez que je sais tout. Cette petite farce doit cesser.
Son ton était menaçant. Miss Penn, affreusement pâle, se contenta de remuer la tête en silence. Elle se tourna vers mon mari. Mon ami reprit alors avec une douceur cette fois. Mademoiselle, vous êtes charmante et jeune. Seulement participer à ce genre de complot conduira vite votre jeunesse derrière les barreaux. Et moi, Hercule Poirot, je vous affirme que ça serait bien dommage. Là-dessus, il sortit dans la rue, où je le rejoignis, ahuri, et il m'expliqua aussitôt. Depuis le début, mon ami, mon intérêt a été éveillé, m'étant aperçu que ce jeune homme en costume marron, qui avait loué sa place, avait retenu l'attention de mademoiselle Durand. Je me suis demandé ce qui lui intéressait en lui, car vous admettez qu'il ne correspond guère au genre d'homme inspirant l'admiration des femmes. En montant dans l'autocar, j'ai eu le sentiment que quelque chose allait se produire tôt ou tard. Qui a vu le jeune homme tripotant les bagages? Mademoiselle Durand. Rien que mademoiselle Durand. Et souvenez-vous, elle avait choisi de s'asseoir face à la fenêtre, ce qui est une impulsion bien peu féminine. Ensuite, elle arrive chez nous avec l'histoire du vol et la mallette forcée, ce qui ne rimait à rien, ainsi que vous l'avez d'ailleurs démontré un peu plus tard. À quoi correspondait tout ce micmac? À ceci. Monsieur Beckerwood a acheté des objets volés. Il lui faudra donc les restituer à Miss Penn, qui de son côté les lui revendra, empochant par ce tour de passe-passe 1000 livres au lieu de 500 livres. J'ai pris quelques renseignements sur son compte et j'ai appris que son commerce ne marchait pas bien du tout. Aussitôt, je me suis dit, la tante et la nièce sont toutes les deux dans le coup. Mais alors, vous n'avez jamais suspecté Norton Kane? Mon ami, avec son semblant de moustache, un criminel est imberbe ou affublé d'une moustache bien visible qui peut disparaître rapidement. Mais quelle merveilleuse occasion pour la rusée Miss Penn, une femme plus très jeune, voûtée au joli teint, comme nous l'avons vu. Si elle se redresse, chose de grosse botte, altère son teint délicat par quelques coups de pinceau, et pour couronner le tout, s'applique quelques poils sur la lèvre supérieure, à quelle description correspond-elle? Une femme masculine, nous dit M. Wood. Un homme déguisé. Pensons-nous aussitôt. Elle s'est donc vraiment rendue à Charlotte Bay hier? Certainement. Le train, si vous en souvenez, passait ici à 11h et s'arrêtait à Charlotte Bay à 14h. Le train du retour était encore plus rapide, le même que nous avons à emprunter aujourd'hui. Départ à 16h05, arrivée à Ebermouth à 10h25. Naturellement, les miniatures n'ont jamais été trouvées dans la mallette en crocodile qui avait été artistiquement forcée avant le départ de la jeune fille. Mademoiselle Durand n'avait plus qu'à trouver 2 nigauds apparemment sensibles à son charme et tout prêts à se porter au secours de sa beauté et de sa détresse. Mais l'un des 2 nigauds n'était pas un nigaud du tout. Il s'agissait d'Hercule Poirot. Son impertinente remarque me versa. Furieux, je lançai. Quand vous dites que vous vous portez au secours d'un étranger, vous m'induisez volontairement en erreur. Je ne vous abuse jamais, Hastings. Je voulais seulement vous perdre sur la piste que vous choisissez. Je faisais allusion à M. Beckerwood.
un étranger dans ce pays. Son visage s'assombrit. Ah, quand je pense à ce crime, à cette imposture, oser faire payer à un prix à forfait la même somme demandée pour l'aller et le retour que pour un aller simple. Alors, je me suis porté au secours du pauvre étranger. J'admets bien volontiers que M. Wood n'est pas un homme agréable, mais il est en visite dans ce pays. Et nous, autres visiteurs, nous devons nous soutenir entre nous, Hastings. Voilà, ça a été traduit de l'anglais par Claire Duriveau, comme celui de la semaine passée.